c'est le duo Catherine-Vincent qui vont chanter une chanson que peut-être vous connaissez déjà, qui s'appelle La Dame de Damas, dont Jean-Pierre Figuieux, c'est lui qui a écrit les... C'était un poème, je pense. Le poème. Nous sommes Catherine Estrade, Vincent Comaret, c'est nous qui formons le duo Catherine-Vincent. On habite à Marseille, là où habitait aussi avant Georges Daboul. On avait écrit une première chanson pour soutenir la révolution syrienne, tous les trois. Et c'était en 2012. Et en 2013, on souhaitait aussi, avec nos armes, donc la chanson, réécrire une nouvelle chanson pour soutenir la révolution. Quand un matin, on a écouté sur France Culture le très beau poème de Jean-Pierre Figuieux, qui était lu à l'antenne. Et moi, j'avais jamais entendu parler de Figuieux auparavant. J'ai cherché son mail sur Internet, je l'ai contacté. Je lui ai demandé l'autorisation de le mettre en musique. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Donc, au moment de le chanter, on a invité Georges à chanter avec nous et d'autres amis marseillais, chanteurs, musiciens, un percussionniste. Après, nous avons fait un clip parce qu'il nous semblait important aujourd'hui pour que la musique tourne. Il faut souvent un support visuel. Donc, on a sollicité un ami chef opérateur, un ami BDiste qui a fait des dessins qu'on a utilisés pour le clip. Et là, tout récemment, on a fait avec les dessins donc, de Paolo Cossi, c'est un Italien. On a fait avec ces dessins un livret. Où voilà, la lecture est un petit peu compliquée, donc avec les dessins, avec le poème de Jean-Pierre en français, avec la traduction en arabe de Georges, qui est en vente ici ce soir. Évidemment, tout l'argent récolté par la vente du livret ou de la chanson, si vous l'achetez sur Internet, va à Souria Khouria. Et il coûte 10 €. 10 € sans CD et 15 € avec DVD, parce qu'il y a aussi voilà. La lecture est un peu compliquée, mais les pages sont numérotées. C'est un très beau travail. C'est joli. Voilà. Et derrière, on a mis un timbre, parce qu'on a eu droit à notre timbre de la révolution syrienne. Donc, voilà. Donc si vous souhaitez, il est en vente ici. Et donc en fait c'est l'association marseillaise qui s'appelle Le Port à Jauny, qui publie des livres pour enfants bilingues, en français et en arabe, qui a complètement financé l'impression de ce livret. Donc je tenais à les remercier aussi. Voilà. Donc on va chanter notre version de ce beau poème. Je suis né sous le Père, j'ai grandi sous le Fils. J'ai dû chanter leur vouloir, j'ai enduré leurs vices. Jamais de jamais je n'aurais cru voir leur fin. Jamais de jamais je n'aurais cru vivre enfin. Ce fut une longue nuit, longue de 40 ans. Ce fut l'ère du mensonge, le règne des brigands. J'ai perdu mes amis, j'ai langui mes parents. J'ai ruminé ma peine, j'ai enterré l'instant. La dame de Damas s'est levée ce matin. Liberté dans les cœurs, aux bas portée de main. La dame de Damas s'est levée ce matin. Liberté dans les cœurs, aux bas portée de main. Ce ne sont pas des lions, ce ne sont que des chiens, aboyeurs enragés, ivres de leur venin. La Syrie leur est due et nous sommes leur serfs, un pays aux Assad et pour nous la misère. Nous n'étions que de sang quand le mur est tombé, le mur de cette peur longtemps accumulée. Un cri de nos poitrines en écho a vibré, nous ne
Dieu, Syrie et liberté. La dame de Damas s'est levée ce matin. Liberté dans les cœurs, on va porter demain. La dame de Damas s'est levée ce matin. Liberté dans les cœurs, on va porter demain. C'était au mois de mars 2011 et l'année, nous n'étions que de sang, sur nous ils ont tiré. C'est armée sur armée, ne c'est qu'est la pitié. D'un vendredi à l'autre, nous étions des milliers. Il portait un coup fin vers la ville assiégée. Les marches étaient de paix en rameaux d'olivier. Il n'avait que 13 ans, ils l'ont défiguré. Ramza est son prénom de toute éternité. La dame de Damas s'est levée ce matin. Liberté dans les cœurs, au bas portée de main. La dame de Damas s'est levée ce matin. Liberté dans les cœurs, au bas portée de main. Des nations, de sales postiches, remplissez les charniers, on ne prête qu'aux riches. Les mots bannissent face à ce fracas d'horreur, carnage raisonné emporté avant l'heure. Gare au dénonciateur, frémit chaque Syrien, les fantômes de torture en ont l'Assad rien. La dame de Damas s'est levée ce matin. Liberté dans les cœurs, on va porter demain. La dame de Damas s'est levée ce matin. Liberté dans les cœurs, on va porter demain. Abandonnés du monde, nos larmes étaient de sang. Toujours porter le deuil, râles jetés au vent. Pourtant oui, tenir bon, résister, résister. Peu à peu progresser et les taux desserrés. Mais tout a une fin, même la barbarie. Nous en tremblons le jour, nous en rêvons la nuit. Dans leur haine sans fond, ils veulent nous plonger. Nous serons plus forts que nous serons pardonnés. La dame de Damas s'est levée ce matin. Liberté dans les cœurs, on va porter demain. Cette dame, je la chante, c'est la révolution. Sur les murs de Syrie, j'écris partout son nom. J'écris partout son nom. Je vous remercie d'être venus nombreux, toujours plus nombreux peut-être, pour assister, pour participer à ce 5e dimanche de Souria Hurriya, organisé à la fin, le dernier dimanche de chaque mois, depuis maintenant 5 mois. Je remercie Salam Kawakbi et Khatar Oudia d'avoir accepté notre invitation pour débattre avec vous d'un thème qui préoccupe bien entendu tous les Syriens, tous leurs amis, celui de l'intervention de la coalition internationale en Syrie depuis maintenant quelques semaines. Cette histoire de l'intervention militaire étrangère en Syrie a été une pomme de discorde au sein de l'opposition syrienne depuis mars-avril 2011. Certains la souhaitaient, d'autres la craignaient, d'autres la redoutaient, d'autres étaient complètement opposés. Et alors qu'elle n'était
jamais vraiment à l'ordre du jour. Jamais l'administration Obama, jamais les alliés de l'administration Obama n'avaient envisagé une intervention militaire sérieuse en Syrie, que ce soit pour un couloir humanitaire, quand on en a parlé au début des événements, que ce soit pour une zone d'exclusion aérienne, que ce soit pour une zone tampon sur la frontière turque, ou d'une intervention militaire directe, un peu à la libyenne, disons. Et puis, comme vous le savez, les choses se sont compliquées avec des interventions étrangères, mais au profit du régime, l'intervention russe, une intervention iranienne notamment, avec le Hezbollah. Et la Syrie est devenue peu à peu un champ d'affrontement régional, entre des puissances régionales, entre l'Iran, l'Arabie Saoudite, entre l'Arabie Saoudite et le Qatar, entre l'Arabie Saoudite et la Turquie, etc. Et tout cela, bien entendu, au détriment du peuple syrien, au détriment des revendications démocratiques du peuple syrien. Maintenant, il y a des gesticulations qui ont eu lieu, des gesticulations après l'usage par le pouvoir syrien de l'arme chimique. Et on sait qu'il y a eu une mobilisation, en tout cas verbale, internationale, etc. Et ça s'est terminé par une débandade qui a semé le trouble en Syrie et qui a permis au régime de reprendre ses forces, de réoccuper du territoire perdu, et surtout qui a permis à la forme la plus affreuse du djihadisme islamiste, tel qu'on l'a vu avec Daesh, avec l'État islamique, avec toutes ces exactions, aussi bien en Irak qu'en Syrie, qui a permis à Daesh de prendre pied et de s'installer. Et c'est là qu'on a parlé de l'intervention et de la coalition internationale pour détrôner Daesh. Alors pour parler de cela, pour poser des questions concernant cette intervention, c'est-à-dire on se pose des questions. Que cherche vraiment l'administration américaine aujourd'hui par cette intervention? Il y a des déclarations complètement contradictoires de la part des membres de la coalition, certains parlant d'une intervention qui va durer des années, d'autres qu'ils vont pouvoir arrêter l'avancée de Daesh assez rapidement. Donc, qu'en est-il réellement de cela? Est-ce que c'est possible vraiment d'arrêter Daesh sans une intervention terrestre, c'est-à-dire uniquement par des bombardements aériens? Où va-t-on, disons, aujourd'hui, aussi bien en Syrie qu'en Irak, dans cette histoire? Alors, pour débattre avec vous de cela, nos invités, vous les connaissez, Salam Kawakibi, syrien, qui a dirigé, politologue, sociologue aussi, qui a dirigé l'IFPO à Alep pendant un certain temps, avant d'être obligé de quitter la Syrie, où il a travaillé comme chercheur à la faculté des sciences politiques de l'université d'Amsterdam, et puis à la Arab Reform Initiative à Paris, où il occupe depuis 2006, je crois, le poste de directeur adjoint et de directeur de recherche. Khattar Boudiab est politologue libanais qui est spécialiste des affaires géostratégiques, qui dirige le Conseil géostratégique Perspective, qui est enseignant à l'Université de Paris 11, pas 9, n'est-ce pas, et qui a publié, qui a contribué en tant qu'auteur ou co-auteur ou contributeur à plusieurs ouvrages importants, les deux derniers étant le dictionnaire du Moyen-Orient, paru en 2011, et le dictionnaire géopolitique de l'islamisme, paru en 2009, je crois, tous les deux aux éditions Bayard. Voilà. Donc, je vais donner la parole d'abord à Khattar Boudiab pour une intervention d'une vingtaine de minutes, après quoi je la passerai à Salam, et puis c'est à vous d'intervenir par des questions ou de courtes interventions. Voilà. Mesdames, Messieurs, chers amis, avant tout, merci pour Surya Hurriya de nous offrir cette occasion. Merci à Farouk Mardam Bey
de son aimable introduction. Avant tout, je me permets des choses classiques avec tous les bilans et tous les malheurs de l'histoire classique d'une minute de silence qui s'impose et qui ne s'impose pas, mais je me permets simplement de dédier cette intervention à un ami, un activiste, un journaliste si jeune de Rosanna qui s'appelle Mohamed Al-Qassem, qui a été assassiné dans le Rif d'Idlib il n'y a pas si longtemps. Ces jeunes qui représentaient l'espoir de la Syrie, comme Ghayath Matar, comme tant d'autres, comme tous les gens, c'est d'amener des terres. Il me parlait, lui, souvent de cette attente de la communauté internationale. Donc je pense maintenant où il se trouve. Peut-être il est très déçu, mais c'est la réalité. C'est pour quelqu'un comme lui, pour tous ces gens, lorsqu'on voit surtout ce qui se passe, j'utilise le mot arabe, Taghrib al-Souria, par rapport à tous les malheurs palestiniens, tout ce qu'on voit maintenant avec la Méditerranée, ce qui porte la Méditerranée, les camps des réfugiés et tout ce qui se passe à l'intérieur. Et lorsqu'on voit l'action du monde, on ne peut pas hésiter, avant tout, avant de parler politique, de parler de la mort de l'humanité et de la mort de l'humanité dans l'homme à travers ces terribles naufrages syriens. C'est un terrible naufrage de l'humanité. Je ne parle pas de communauté internationale, de concert des nations, de conseil de sécurité, d'Occident, de Russie, de forces régionales, etc. Je parle avant tout de cette question. Pour entrer dans le vif du sujet, ça sert à quoi cette coalition internationale? Pourquoi maintenant? Pourquoi simplement contre Daesh? Et si on compare, malgré toute l'atrocité de ces groupes, et personne ne discute de cette action terrible à dénoncer, à combattre, mais aussi, donc, si on compare si simplement avec la cruauté du régime, on se souvient des livres de Michel Serra sur l'État barbare, on a toute l'histoire devant nous, et on pense tout de suite à l'injustice, et c'est normal, avec 200 000 victimes, avec le nombre de presque un tiers des pays déplacés, et pourquoi maintenant? Si on va faire les bilans sans perdre de temps, 3 ans et demi, pourquoi faire? C'est vrai que tous ces printemps arabes, entre guillemets, toutes ces mutations arabes déclenchées fin 2010 représentaient en tant que telles, malgré toute la situation délétère de ce monde arabe, une surprise. Mais la cerise dans la surprise, ou la surprise dans la surprise, ça a été la Syrie. Et la Syrie, vous vous rendez compte maintenant, avec le temps, la difficulté. C'est-à-dire, face à un courage sans égal, sans embâche, il y avait aussi toutes sortes de forces à l'intérieur, comme dans la région, comme à l'extérieur, de ne pas permettre que ces printemps fleurissent. Pourquoi? Car si on remarque bien la carte, la Syrie c'est une force géopolitique du milieu, une force si importante dans la région. C'est simple comme tout. C'est lui qui change le visage de la Syrie, change le visage de la région. Donc cette Syrie, joyau de l'axe iranien dans la zone, pour ces projets iraniens, ces changements de cet allié indéfectible, change, comme il a dit quelqu'un, c'est une préfecture de l'Iran, change même peut-être le régime de Mullah. Ça n'a pas été question. Pour les autres pays arabes, la démocratie en Syrie n'est pas la bienvenue. Donc cette démocratie en Syrie, ces changements en Syrie, n'est pas acceptable aussi par les dits amis de la Syrie. Et l'Occident dans tout ça et la Russie. La Russie, c'est vrai que c'était un moment après l'affaire libyenne, elle a estimé, la Russie, qu'elle a été dupée, peut-être en politique, lorsqu'on parle de duperie et de dopage. Donc, de deux côtés, la Russie aussi n'a pas été si intéressée par la Libye comme la Syrie. Dernier rempart, c'est la Méditerranée. Et ça a été la question de reprendre tout court la guerre froide. On la voit devant nos yeux.
Et quant à l'Occident, c'est le grand problème avec tous les slogans démocratiques et les droits de l'homme. C'est vrai que l'Union européenne n'existe pas politiquement parlant. Il y a des forces européennes. Et c'est vrai que la France de Sarkozy, à l'époque du déclenchement de la révolution syrienne, de ces soulèvements, a été attentive pour une seule raison, car il y avait une expérience lourde entre 2007 et 2010, et ce régime syrien, qu'on a essayé de les normaliser aux yeux des autres, le jeu n'a pas été joué de la part du régime syrien. Donc même avant le déclenchement de ces soulèvements de Daraa. Et quoi qu'il en soit, peut-être tirant les enseignements de ce qui s'est passé en Tunisie, en Libye, en Égypte, la France a été au rendez-vous. Elle tentait, par ses moyens, de faire ce qui est possible. Mais ça se voit tout de suite qu'une affaire comme l'affaire syrienne, c'est pas la Libye, ni le Mali, ni le Sahel. C'est une affaire plus compliquée, avec des forces régionales très présentes et avec une sorte d'un règlement des comptes même au niveau international. Et pour cela, il faut regarder tout de suite vers l'Amérique, les États-Unis d'Amérique, et l'évolution de cette position américaine compte beaucoup pour comprendre pourquoi on est arrivé là. Et je pense que les États-Unis ont été aussi parmi les autres surpris par ce qui s'est passé. Ils pensaient qu'à un moment donné, de vouloir ce qu'ils ont pu aboutir à ce qu'on appelle Genève 1 avec la Russie en 2012. Mais malgré tous les actes, toutes les déclarations verbales prononcées, et je me souviens de la première déclaration de M. Obama sur le jour compté de Bachar al-Assad en août 2011, mais sur le plan pratique, les États-Unis d'Amérique n'ont jamais pris la décision de faire abattre le régime d'Assad. Lorsque les États-Unis ont voulu abattre le régime Moubarak, ça a été fait. Peut-être ils ont eu là-bas plus de moyens, mais là, il y a des facteurs qui ont été pris en compte, les facteurs israéliens. Les facteurs israéliens, car enfin, pour les Israéliens, c'est le moindre mal. Ils ont eu l'habitude, ils connaissent ce régime, donc il y avait ces facteurs qui en considération, mais surtout cet acharnement russo-iranien, et je pense que les États-Unis n'ont pas estimé que dans leur intérêt primordial, cette chute du régime syrien, donc ils ont joué les prolongements, et surtout après l'échec de Genève 1 et avec l'éruption de l'élément djihadiste, ça a été pour eux une excuse supplémentaire pour ne rien faire ou pour estimer qu'il faut donner toute la chance à la solution politique, mais en même temps avec toute la question la plus élémentaire, que face à ce qu'on appelle un axe solide qui soutient le régime, un axe vraiment de fer, représenté par la Russie et la Chine et l'Iran, il n'y avait pas un véritable axe de 10 amis du peuple syrien. Et là, c'est ça qui est l'histoire, c'est un rapport de force. Dans toutes les affaires, il faut procéder à comprendre les rapports de force avant le principe. Le réalisme politique nous incite à considérer ces rapports de force en tant que tels. Et pour cela, si on voit le premier tournant important, à mon avis, c'est la chute de Baba Amro à Homs en février 2012. Et à l'époque, on a compris que cette armée syrienne libre n'est pas soutenue. Il n'y avait pas une volonté de le soutenir, surtout avec les veto proposés par les États-Unis à tout ce qui est armement significatif, et en même temps, à cause la révolution syrienne n'a pas été au rendez-vous révolutionnaire. Il faut dire les choses comme telles. Il n'y avait pas un programme, il n'y avait pas une alternative, il n'y avait pas de force de proposition, et surtout, il n'y avait pas une tentative d'unification unitaire militaire sur le terrain. Et tout ça, il y avait surtout l'effet néfaste de la compétition de forces de la tutelle régionale. Ces forces de la tutelle régionale, à savoir la Turquie, l'Arabie Saoudite et le Qatar,
ont eu un rôle qui n'a pas été positif. Et malheureusement, car ce peuple syrien n'a pas d'amis, on ne peut pas blâmer maintenant l'opposition syrienne, car il n'y avait pas d'autre choix. Et les Occidentaux ne donnaient pas des alternatives à ces États de tutelle. Et pour cela, la boucle est bouclée. Et à cause de l'atrocité des régimes, on a permis à ces régimes ce qui n'a pas été permis à un régime du monde. Je pense que dans les annales internationales, on n'a pas eu de cas comparables de cette tolérance face à une violence d'État de cette façon. Lorsqu'on voit l'histoire qui a commencé avec les missiles, avec les barils, avec les armes chimiques, et malgré tout, on donnait des délais et des prolongements. On arrive à un moment donné, l'éruption des djihadistes, mais tout était proclamé. Les régimes, c'est le régime qui a mis les premières armes à l'intérieur de la mosquée Al-Omari à Doura. C'est le régime qui a jeté des armes à Douma. C'est le régime qui a provoqué les conflits à Hama ou ailleurs. C'est le régime qui a poussé par tous les moyens à la militarisation du soulèvement. Le régime, il a voulu dès le début inventer un ennemi convenable. Cet ennemi, dès les premières heures, il a parlé d'Al-Qaïda. Al-Qaïda, c'est une sorte d'un épouvantail. Dans le film de Fayrouz, de Rahbani à Beyrouth, on parlait de Rajah. Et là, on a inventé ça de toutes pièces. On a sorti les gens de prison. Personne ne peut parler. Je suis contre les théories des machinations. Mais lorsqu'on voit les têtes de ces groupes djihadistes et les têtes de ces groupes islamistes combattants, ce sont quand même, ce sont des diplômés des régimes, des prisons de régime syrien et des prisons de Nouri al-Maliki en Irak. Avant tout. Et lorsqu'on voit maintenant, on a eu plus d'éclaircissements avec l'histoire du groupe de Kharasan, lorsque les Américains ont commencé à bombarder, on a compris les liens entre Al-Qaïda et l'Iran après la débâcle de l'Afghanistan. Donc on comprend bien, ça ne signifie pas que des gens du Golfe ou ailleurs, ou que ce courant n'existe pas et qu'il n'est pas le produit d'un environnement qui est un environnement qui devient un environnement pas seulement frustré, un environnement quand même tout à fait anéanti par tout ce qui se passe, ce qui produit les dérives les plus radicales possibles. Et pour cela, on arrive là. Donc, toutes les théories autour de la solution politique sans rapport de force, sans un monde dont le rapport de force, ça a été impossible. La Russie a changé de profit entre 2012 et 2013, comme vous avez remarqué, entre les séances de Genève 1, Genève 2 ou ailleurs. Et l'Iran s'est impliqué dans ce temps, pendant que la France a tenté les tentables, si on veut dire, a tenté quelque chose, ce qui est possible à l'époque de l'histoire de l'épisode des armes chimiques, la France a tenté par tous les moyens d'impliquer les États-Unis dans une intervention positive, cette fois en Syrie, pour permettre une solution politique après avoir donné une correction à ces régimes. Mais malheureusement, ça n'a pas marché. On arrivait à quoi? Les États-Unis jouaient le jeu de la guerre désir en Syrie. Ces milliers de djihadistes, quand même, ils sont passés sous les yeux des États-Unis et des autres. Et les milliers de djihadistes iraniens ou pro-iraniens, quand même, les Hezbollah, les milices irakiennes. Qu'est-ce qu'on a fait de la Syrie? Un champ de bataille rangé entre deux djihads. Et un champ de bataille que les États-Unis espéraient faire aussi une sorte d'usure contre la Russie elle-même. Mais les résultats étaient quoi? Les résultats étaient différents. L'Iran, comme tout pays totalitaire, les Hezbollah ou les autres, sont affectés, mais ne sont pas affectés suffisamment pour lâcher. Et pour cela, il y avait plus de débordements de leur part dans toute la zone. Et on le voit maintenant au Yémen ou ailleurs. Et aussi, l'autre résultat négatif, la montée de Daesh. Mais là aussi, l'injustice totale, lorsque l'armée syrienne libre, Jabal Khouar, Souria et d'autres ont chassé Daesh de plusieurs régions, d'Idlib et d'Alab, on n'a donné pas des armes à cette armée syrienne libre. On n'a pas aidé cette armée syrienne libre. Et là, c'est vrai, à l'époque, on disait ces armes peuvent tomber entre les mains, les mauvaises mains. Cette fois, ces armes qui tombent du ciel sont tombées aussi entre les mauvaises mains.
Donc ça signifie qu'il y avait beaucoup de... Je ne donne pas ça pour dire qu'il n'y avait pas une responsabilité syrienne. Ce que je déplore le plus, le manque de responsabilité arabe, le manque de responsabilité musulmane. C'est-à-dire, où sont ces autres Arabes? Ils ne comprennent pas que si Damas maintenant disparaît, si Damas après Bagdad, si ces deux capitales s'effacent définitivement, on le voit maintenant, on le voit que l'arabisme il est au plus bas niveau à cause de cette rupture dans l'équilibre des rapports de force. On arrive donc après tant de ça. Pourquoi les Américains se réveillent maintenant? Obama, il est dès le début a pris une décision qu'il ne veut pas, qu'il veut anéantir ou faire définitivement fermer la page des interventions militaires suite aux aventures de Bush-fils en Irak, en Afghanistan. Et avec ces prétextes, il ne voulait pas intervenir du tout. Et là, l'histoire se réveille de nouveau. On a eu Mossoul en Irak. On voit Daesh prendre une grande ville. Cette armée irakienne où on a payé, je ne sais pas, presque 40 milliards de dollars pour les construire. Voilà, c'est la débandade totale. Et qu'est-ce qu'on dit? Monsieur Obama, après, il tire les enseignements. Il reconnaît qu'il n'a pas pu, son administration et lui-même, il n'y avait pas des leçons vraiment bien tirées de ce qui s'est passé avec Daesh en Syrie et avec les capacités de l'armée irakienne. Lui, il n'a pas osé dire que sa politique a été mauvaise et que cet abandon américain, c'est un scandale en tant que tel. C'est-à-dire, je ne pense pas que la force de la Russie à elle seule ou les moyens de l'Iran étaient à eux seuls les éléments qui ont empêché l'Amérique d'agir. Donc l'Amérique a fait son compte que cette guerre d'usure en Syrie, elle est la bienvenue pour remodeler la région, pour que ses intérêts et les intérêts de ses alliés soient satisfaits dans cette région. L'histoire de Daesh en Irak a été donc l'onde de choc pour pour tenter d'élaborer une nouvelle politique américaine. Et là, on l'a vu quand même, entre juin et août, il y avait tellement d'hésitations américaines. Même François Hollande a bougé pour soutenir les Kurdes, même il y avait d'autres voix, et l'Amérique n'a bougé que lorsque Daesh s'est rapproché du pétrole, s'est rapproché du Kirkouk, et là, on a compris que les intérêts vitaux pourraient être mis en cause. On n'a pas pensé à la minorité chrétienne. On n'a pas pensé à ces pauvres yazidis. On n'a pas pensé à cette pauvre population civile en Irak où personne n'a fait les calculs de morts depuis 2003. Personne n'a fait les bilans meurtriers de cette occupation américaine. On est arrivé donc maintenant à l'ère du bilan. Il y avait la conférence de Paris pour faire cette coalition internationale. Et là aussi, personne ne veut parler de la Syrie. La priorité, c'est de l'Irak. Comme Daesh ne s'est pas renforcé en Syrie, et comme la base, quand même les bases de repli stratégique se trouvent à l'intérieur de la Syrie, donc après, simplement, à mon avis, pour sauver les apparences, on a élargi cette alliance vers la Syrie. En fait, c'est impossible de frapper cette organisation à l'intérieur de l'Irak sans la frapper à l'intérieur de la Syrie. Les résultats, vraiment, pour le moment, même à l'intérieur de l'Irak, il y aura beaucoup de temps pour que les choses bougent, mais à l'intérieur de la Syrie, ce qui nous intéresse ce soir, jusqu'à maintenant, je ne sais pas, jusqu'à maintenant, les Américains répètent à Ain al-Arab Kobani l'ancien scénario, la guerre d'Isir. Ils pensent que c'est un piège. Tous les combattants de ce qu'on appelle l'État islamique sont tirés vers ces pièges, et aussi on envoie vers ces pièges d'autres forces. Ils tentent de faire maintenant une démonstration de négociation avec la section de PKK syrienne ou l'Union démocratique syrienne de Saleh Moussalem, mais en même temps il y avait une tentative de la part de la Turquie de faire de l'armée syrienne libre. Et là, ce qui est regrettable, c'est comme cette armée syrienne libre travaille chez la Turquie ou chez les États-Unis. Ce qui est regrettable, qu'il faut c'est ça qui est, à mon avis, le grand manque dans les projets de l'opposition syrienne. Une marge de manœuvre d'autonomie, ce qui est possible, une autonomie relative qui n'existe pas pour le moment. Donc jusqu'à maintenant,
les États-Unis misent sur cette usure, et ils pensent, ils disent des paroles, faire travailler l'Arabie Saoudite, la Turquie et les autres pour l'entraînement de l'armée syrienne libre, soutenir l'armée syrienne libre, et le projet à long terme, revenir à Genève 1 et revenir à ce projet d'un gouvernement transitoire. Tout ça, pour moi, c'est pas sérieux. Je pense que, et pour cela, je pense que la décision française de ne pas se joindre à cette coalition en Syrie est la bonne décision. Je pense que c'est impossible d'accepter en dernière minute que ces appareils de la coalition frappent des zones syriennes et en même temps, les régimes continuent à frapper d'autres régions syriennes. Il y avait rien de compréhensible dans cette action. Donc, les régimes, même pour que la Turquie installe une zone de tampon ou une zone de non-fly ou une zone de la sécurité, les États-Unis refusent et se rétractent. On voit bien jusqu'à maintenant qu'il n'y a pas même entre l'Arabie Saoudite, le Qatar, la Turquie et les autres, les membres de l'Alliance, entre la France et les États-Unis, chacun réfléchit de son côté. Il n'y a pas une véritable coalition autour de la Syrie. Il y a une coalition à la minima en Irak, mais autour de la Syrie, je ne vois pas une coalition. Je vois simplement une tactique américaine de faire passer le temps, en disant on frappe Daesh en Syrie comme en Irak. Et je pense, en fin de compte, c'est malgré tous ces climats délétères et malgré tous ces bilans difficiles, meurtriers, intenables, je pense qu'il appartient avant tout aux forces vives syriennes de réagir et de prendre leur destin en main. S'il n'y avait pas ça, c'est-à-dire même les propositions de solutions politiques, même l'unité de l'opposition syrienne, il y a en même temps une sorte de donner au monde au moins une idée. On voit bien quand même dans la zone sud, il y a quand même une conviction qu'il y a au moins une direction militaire valable commune. Ce qui manque dans d'autres régions. Je pense que ces petits signes peuvent être donnés pour obliger les autres un jour d'être au rendez-vous. Car il ne faut pas être tout à fait pessimiste. Je pense que les Américains se sont mêlés. Ils ne peuvent pas maintenant se dégager si facilement. Je crois à leurs paroles qu'au final, ils ne peuvent pas jouer avec Assad. Assad, il fait maintenant toutes les offres pour qu'il soit leur allié dans cette guerre contre le terrorisme. Mais je pense que ce n'est pas jouable, ni moralement, ni politiquement. Mais là, il faut être prêt. Il faut être prêt pour aussi donner aux amis européens de cette opposition syrienne, de ces peuples syriens, des gages, des éléments de validité. Il faut être au rendez-vous de ces changements qui se préparent. Il faut voir au moins un côté positif de cette coalition, que l'engagement international commence, même s'il est tardif, même s'il arrive très tard, mais il vaut mieux tard que jamais pour reprendre les choses en main. Donc ça doit être avant tout une responsabilité syrienne. Merci, merci. Merci beaucoup, bonsoir. Avec cette note optimiste de mon ami professeur Abou Diab, excusez mon pessimisme qui va émerger dans mon discours, mais je commence quand même avec une note positive que je rends hommage aujourd'hui au peuple tunisien qui exerce pour la deuxième fois son droit de vote dans des élections relativement transparentes, et j'espère que les résultats, n'importe quels, seront le reflet d'une révolution relativement réussie, et ça nous donnera tous l'espoir qu'un jour, Inch'Allah, le peuple syrien va vivre une expérience pareille. Je reviens à mon pessimisme maintenant, et je note que depuis que je participe à des colloques ces derniers mois, on parle toujours de ce produit de saleté qui s'appelle Daesh. Et
on oublie complètement le reste de la scène syrienne. Alors, j'ai essayé de réfléchir sur à qui profite le crime. Et finalement, j'ai l'impression que le crime profite à tout le monde. D'abord, l'Occident, qui, avec son indifférence endémique, avec sa démission et son hésitation phénoménale depuis le début de la tuerie en Syrie, voulait avoir un prétexte pour ne pas soutenir les forces démocratiques. Et je n'ajouterai pas laïque, parce que ce n'est pas nécessaire qu'elle soit laïque pour qu'elle soit démocratique, en Syrie. Et à force d'exiger et d'avoir de l'espoir en ce Occident politique, maintenant, il a tout à fait la légitimité, entre guillemets, de dire, ben, vous voyez, en fin de compte, ce n'est pas aussi simple que ça. Il y a ces terroristes, ces sauvages, ces égorgeurs. Alors, comme on vous a déjà dit, dès le début, c'était un risque apparent. Deuxième profiteur, c'est les médias en Occident. J'ai parlé des politiques, maintenant les médias qui cherchaient dès le premier jour de la révolution syrienne. Et là, j'accuse pas les médias, mais j'accuse une partie des médias qui est la plus regardée et la plus lue et la plus diffusée, qui cherchait dès le début de la révolution syrienne des djihadistes en Syrie. On sait tous que les premiers mois de la révolution, il y avait des journalistes qui allaient en Syrie chercher des djihadistes. Et on parlait des barbes poussées, on parlait des gens mal rasés, comme moi aujourd'hui, on parlait ainsi de beaucoup de choses. Et même à tel point qu'il y a un journaliste qui a demandé mon intervention pour que des amis se présentent comme djihadistes pour qu'il fasse son reportage, qu'il rentre à Paris et finir avec ce voyage. C'était tout le début. Maintenant, il y a des djihadistes à boire et à manger pour tout le monde. Maintenant, c'est concrétisé. Alors, ce même journaliste, il va revenir vers moi et me dire, tu vois, j'avais raison. Le troisième coupable, ou le troisième profiteur, c'est malheureusement l'opposition faible. L'opposition qui va dire maintenant, je ne peux rien faire toute seule, je ne peux pas m'organiser parce qu'il y a Daesh, regardez ce qu'elle fait Daesh à nous, regardez ce qu'elle menace Daesh comme représentant civil de l'opposition, regardez. Et c'est justifiable à moitié, mais aussi c'est une raison pour laquelle cette opposition se trouve aussi désengagée de ses responsabilités. Et bien sûr, le grand profiteur de ce crime, c'est le régime lui-même, qui, depuis 2003, a contribué à la création de Daesh qui s'est déclarée en 2004. On oublie que Daesh, ce n'est pas le produit d'hier. Daesh, ça a été déclaré en Irak en 2004. Et Daesh est indépendante, pour aussi ne pas répéter tout le temps que Daesh profite de l'argent du Golfe, des fondations, des hommes d'affaires, des États, peut-être, mais le plus sûr, c'est que Daesh est indépendante financièrement depuis 2007. Et Daesh a reçu de l'aide humaine à partir de la ville d'Alep entre 2003 et 2006 au moins. Les camps d'entraînement dans la région Al-Bab, qui étaient dirigés par Sheikh Al-Qa'qa', qui a envoyé les djihadistes en Irak sous le contrôle bienveillant des services de renseignement, qui nous répondaient en disant « everything under control ». Ces djihadistes, ils étaient aussi les fondateurs de ce mouvement. Avant même qu'on parle du relâchement des prisonniers politiques en 2011, avant même qu'on parle de l'évasion hollywoodienne qui a eu lieu dans la prison la plus protégée du monde, à Abu Ghraib. 1000 djihadistes qui ont quitté la prison dans une journée ont pris des pullmans climatisés pour traverser le désert irakien sous le regard bienveillant des Américains et des autres pour arriver en Syrie et rejoindre le groupe terroriste de Daesh. Alors Daesh, en fin de compte, c'est maintenant
M. Obama, pour faire son show télévisuel, il va parler de Daesh. Et ça lui fait peur. Et M. Hollande, il prononce Daesh. Chacun a son... Et on oublie, on omet toute la réalité de la Syrie, tout ce qui se passe encore en Syrie, comme même des choses négatives, mais aussi des choses positives, les activités de la société civile émergente, tout cela ne prend qu'une petite partie, même négligeable, dans les médias et dans le discours politique. Bien sûr, cette intervention ou cette coalition internationale qui fait son show maintenant, il faut reconnaître qu'elle a une stratégie pour l'Irak, mais elle n'a pas du tout une stratégie pour la Syrie. Je rejoins ce que M. Abou Diab vient de dire. Elle a une stratégie plus ou moins claire sur la scène irakienne. Mais sur la scène syrienne, il n'y a pas de stratégie du tout. Et de plus, il n'y a pas de vision. Et le troisième point négatif dans cette intervention en Syrie, c'est qu'il n'y a aucune coordination avec l'opposition syrienne. Ni militaire, ni politique. Et là, je fais des parenthèses pour parler de l'armée libre. Et là, je ne suis pas d'accord avec M. Abou Diab quand il parle de l'armée libre à la merci des Américains ou qui reçoit ses ordres et je crois que on constate maintenant que les Américains sont en train de former une nouvelle armée libre parallèle en sélectionnant des combattants dans les camps de réfugiés, en abandonnant complètement la vraie armée libre ou ce qui en reste. Quand on parle d'entraînement de 5000 combattants, quand on regarde le chiffre des combattants sur scène, on trouve que c'est la poudre aux yeux. Et de plus, l'armée libre ou les autres rebelles syriens, dans les autres unités, n'ont pas du tout besoin d'entraînement. Ils peuvent entraîner l'ensemble de l'armée française et de l'armée américaine à la guerre des rues. Ça fait 4 ans qu'ils combattent tout seuls. Ils ont besoin de l'aide matérielle, ils ont besoin de munitions, ils n'ont pas besoin d'entraînement. Ça, c'est aussi, encore une fois, une partie de ce scénario de statu quo, d'entretenir le statu quo sur la scène syrienne. Quand on parle aussi de 500 millions de dollars octroyés par l'administration américaine généreuse à l'armement de l'opposition syrienne, c'est une phrase très vague, très large, et quand on connaît le système budgétaire américain, on comprend très facilement que ces 500 millions de dollars ne seront pas débloqués avant au moins 6 mois, et dans les meilleurs des cas, 1 an. Alors, il n'y a rien d'urgent, personne n'est pressé. On a l'impression qu'il y a le statu quo sert tout le monde. Quand il y a ces fameux missiles Tao qu'on voit sur YouTube, lancés par le mouvement Hazm sur les chars qui encerclent Alep ou ailleurs, c'est des missiles qui sont fournis à l'armée libre ou seulement à cette unité, goutte à goutte, juste pour que l'encerclement d'Alep ne soit pas étanche. Mais ce n'est pas pour avancer sur les positions, ce n'est pas pour changer le positionnement des uns et des autres. Et cela, moi je suis contre aussi la théorie du complot, mais quand on voit tous ces éléments sur scène, on se pose des questions. On ne croit pas au complot, on ne croit pas qu'il y a vraiment une machination, mais on se pose des questions sur la volonté réelle de ceux qui dirigent cette scène. Et j'ai l'impression, et là, ça me renvoie à la chanson qui m'a beaucoup ému. La première fois, je l'ai écoutée, et aujourd'hui, encore plus, parce que la première fois que j'ai écouté cette chanson, ça m'a beaucoup ému, mais ça m'a donné encore de la joie, ça m'a donné encore de l'espoir, comme on a écouté les chansons de la Révolution tunisienne, comme on a écouté quelques chansons des jeunes Égyptiens au début de la Révolution. Mais à l'écouter aujourd'hui,
il y a la même portion d'émotion profonde, mais il y a aussi ce sentiment que c'est une annonce où on chante le passé. C'est très dur de dire ça, et je le partage avec vous je ne tourne pas autour du pot, mais j'ai l'impression en écoutant ces paroles que c'est derrière nous. Et qu'on est maintenant dans une phase beaucoup plus différente, et que c'est un scénario, et là je parle devant mes amis cinéastes, c'est un scénario qui a été élaboré minutieusement par le régime diabolique, et nous nous sommes retrouvés tous acteurs dedans, sans avoir aucun avis auprès du réalisateur, de priseur du son, du caméraman. Nous étions tous dedans, et j'ai l'impression que le réalisateur était seul ou accompagné, mais que aussi les forces internationales étaient avec nous sur scène. Ça, c'est quelque chose de très... Ça n'a rien à voir avec la recherche ni l'analyse politique. Permettez-moi cette réflexion humaine de quelques secondes. Je crois que M. Abou Diab aussi, et là, ce n'est pas un débat, mais ça a provoqué des points de désaccord, des points d'accord par rapport à l'opposition syrienne. Je ne la défendrai pas, je la critique souvent dans mes articles, et je l'ai appelée même à la démission, mais je crois que c'est aussi le reflet d'une société qui a vécu 5 décennies sans pratique politique, dans les sous-sols. Aujourd'hui, on se trouve dans un sous-sol, mais c'est à Paris. Elle a apporté avec elle aussi toutes ces maladies idéologiques. Les figures de l'opposition en Syrie, ils sont issus des partis totalitaires. Il faut reconnaître cela. Les démocrates, vraiment parmi eux, ils sont rejoints à l'opposition en cours. Les figures clés de l'opposition sont issues des partis, avec tout le respect pour tous les partis dans leurs idéologies principales, mais c'est quand même des partis qui n'ont jamais accepté l'autre, qui n'ont jamais accepté le partage du pouvoir, qui n'ont jamais accepté le dialogue, qui ont rejeté tout le temps les projets libéraux, pas dans le sens anarchique du terme, mais dans le sens démocratique du terme. Alors je crois qu'il faut leur donner quand même un petit peu pas de reconnaissance, pas du tout, mais savoir qu'ils ont besoin d'être soutenus dans la recherche d'une nouvelle identité politique. Et en parlant de l'opposition politique, il faut voir aussi que malheureusement, la diaspora syrienne a aussi essayé de faire beaucoup de choses, mais pas d'une manière organisée. On a perdu la guerre de la communication. On a perdu la guerre d'expliquer notre cause. Bien sûr, on nous pose des questions. Pourquoi il y a eu tant de solidarité avec Gaza et il n'y a pas eu de solidarité avec la Syrie? Là, je réponds tout de suite que la solidarité avec Gaza, excusez-moi, c'est pas par pro-palestinien, parce que les gens sont pro-palestiniens, c'est parce qu'ils sont anti-américains. C'est l'anti-américanisme de base qui a amené la majorité de ceux qui ont exprimé leur solidarité avec Gaza ou l'attachement religieux. Mais ce n'est pas par une solidarité humaine, par une solidarité à une cause humaine. Et là, je fais complètement la distinction entre la faiblesse de l'opposition de communiquer sa cause et entre la réalité qui s'est reflétée dans les différentes manifestations, dans les différents discours. Et là aussi, il y a avec ces frappes de la coalition qui se limitent à certains niveaux, qui lancent, comme vous dites, des parachutes sur Daesh pour leur donner des armes 2 fois.
2 fois. C'est voulu, C'est pas voulu, mais c'est encore... Peut-être, mais Donner on le va temps pas... qu'effectivement c'est bien tombé. On va pas... Mais de toute façon, ces armes ont été livrées à mauvaise destination. Et quand on parle de Kobani, maintenant comme étant... c'est un sujet... Vous voyez, même moi, en tant que chercheur, en tant que politologue, je pèse mes mots pour parler d'un sujet syrien. J'ai pas peur du régime, mais j'ai peur des mots. Alors, c'est pour vous dire que nous avons recréé les interdits. Au cours de cette révolution, nous avons recréé les interdits. Il y avait des interdits sociaux, économiques, politiques et religieuses. Maintenant, il y a des interdits, j'appelle ça les interdits virtuels. Les interdits des réseaux sociaux. Parce que malheureusement, la majorité de nos politiciens et notre élite politique et notre élite intellectuelle réagit suivant les réseaux sociaux, développe des idées pour les réseaux sociaux, ne développe pas les idées à cause des réseaux sociaux. Et on se limite à des phrases frappantes, à des phrases émouvantes, à des mots sans sens, mais qui font applaudir. Hier, je viens d'arriver de Napoli au festival du film de droits de l'homme. Quand un responsable italien parlait de la misère des réfugiés syriens à Lampedusa, avec beaucoup d'émotion, et il disait des mots, un responsable de la société civile, pardon, pas un responsable officiel, disait des mots très touchants. Il y a eu dans la salle le chef du parti anarchique italien qui s'est levé, il a commencé à crier contre le complot américano-sioniste et contre l'intervention américaine en Syrie pour faire partir Bachar al-Assad, ainsi de suite. Et il a pris la parole pendant un quart d'heure, personne n'a osé le faire taire. Et moi, à la fin, je lui ai dit, vous avez raison dans tout ce que vous venez de dire. Est-ce que vous avez une solution pour arrêter la tuerie en Syrie? Et il reprenait les Américains, les Américains, les Américains, les Israéliens et les Américains. Nous avons peut-être perdu cette bataille de communication, nous avons perdu la bataille de l'unification de l'opposition, nous avons perdu beaucoup de batailles. Et là, je passe sous le contrôle de Jean-Pierre Filiu concernant la similitude avec la guerre, le parallélisme avec la guerre d'Espagne. Nous étions ensemble à Barcelone au début de la Révolution quand on a parlé de ce parallélisme avec la guerre d'Espagne. Et maintenant, ce qui est plus inquiétant aussi, de voir que ce n'est pas seulement que les Syriens se retrouvent comme les républicains espagnols abandonnés par tout le monde, et notamment les démocrates français, mais aussi que Franco, il ne faut pas oublier qu'il a été réhabilité après la chute du nazisme et du fascisme pour combattre le communisme. Et là où je ne suis encore pas d'accord que les Américains, ils ont la parole sincère, Assad pourra tout à fait être réhabilité pour combattre l'islamisme. Et cela, on l'a déjà revu dans l'histoire. On n'invente pas une nouveauté, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Oui, je vois que je dois conclure avec une note positive, mais je ne la trouve pas. Mais je crois qu'on doit au moins, au niveau de nos réflexions, notre réflexion, essayer de trouver une sortie de ce long tunnel très noirci, pas seulement par le pouvoir et par l'Occident, par nous, par notre incapacité à communiquer notre cause et par plusieurs facteurs. Et comment le faire? Je laisse ça au débat. Merci. Merci. De ce que vous avez dit, Salam, à la fin, lorsque vous avez dit qu'on a perdu notre bataille de communication. Parce que justement, la question que je me pose, dans toute la simplicité de mon savoir, et ce que je peux savoir en tout cas, même en suivant de très près ce qui se passe en Syrie depuis
depuis le début, moi, ce que je ne comprends pas, la question que je pose, c'est comment est-ce qu'on peut expliquer, si vous pouvez m'expliquer, comment se fait-il que Daesh ait atteint ce degré de professionnalisme dans la communication? Comment se fait-il que eux, ils sont tellement à la pointe au point de vue technique pour créer un réseau qui s'étend maintenant dans tout le monde arabe, que ce soit l'Algérie, la Libye, la Tunisie, etc., et que les révolutionnaires de tous ces pays, ces grands jeunes démocrates qui se sont levés avec tant de courage, n'ont jamais su? Comment se fait-il qu'ils n'ont pas su, justement, coordonner leurs efforts? Comment se fait-il que ces jeunes que l'on voit avec leur barbe hirsute, complètement barbare, comment se fait-il qu'ils sachent si bien faire des vidéos, qu'ils puissent tellement bien atteindre, justement, la jeunesse? Bon, là, il y a du savoir-faire. Et comment se fait-il qu'ils maîtrisent tellement la communication à travers les réseaux sociaux et que nous, on ne sait pas faire? Comment se fait-il qu'on sait? Voilà. Quelle question? Moi, j'avais un commentaire et une question, mais bon, là, j'irai dans le même sens que la fille. Concernant la communication, parce que c'est un peu, on dit, bon, sur Daesh, ils ont ciblé un certain public. C'est pour ça que leur communication, ils ont ciblé de faire peur aux uns et d'attirer les autres. C'est pas seulement des moyens qui, c'est vrai, sont très professionnels. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'on n'a pas perdu la bataille de la communication. On a perdu la bataille tout court. Et il est très très difficile de faire une communication victorieuse sur une bataille perdue. On ne peut pas inventer des réalités dans la communication. Une bonne communication part de faits positifs. On ne peut pas dire qu'on a eu une formidable opposition quand elle n'a pas su réagir. On ne peut pas, outil communicatif, et quelles que soient les sociétés de communication qu'on emploie, on ne peut pas. On ne peut pas dire qu'on est de magnifiques résistants quand on devient ou corrompu ou complètement extrémiste, etc. C'est trop difficile. Et à la limite, à un moment donné, on ne voulait plus faire de communication parce que la réalité était horrible. Donc, il faut un peu arrêter de dire on a perdu la bataille de la communication. On a perdu la bataille, point. À un moment donné. Ce n'est pas la bataille de la communication, on a perdu la principale bataille. On a perdu parce que le régime a gagné, parce qu'il avait des soutiens. Ça, c'est pour une. Mais ça, c'est un commentaire plus qu'autre chose. La question que je voulais poser, la question qui m'est posée et que j'ai du mal, ça fait plusieurs années, depuis le début de la révolution, que je soutiens, surtout auprès des jeunes Syriens, que non, il n'y a pas de complot, non, il n'y a pas de plan maléfique. Justement, nous souffrons du fait qu'il n'y a pas de stratégie, comme vous l'avez, je crois, tous les deux très bien expliqué. On souffre de l'absence de stratégie, de plan, de l'absence de politique, de l'incohérence, du laisser pourrir. Mais comme aujourd'hui, avec le cynisme de l'intervention américaine, tel qu'on le voit au quotidien, j'ai de plus en plus de mal à trouver les arguments que je trouvais pour, et même si j'en suis convaincue qu'il n'y a pas de ce qu'on peut de dire que, ah oui, tout est fait finalement pour que Israël élimine complètement, qu'il n'y ait plus aucun danger autour d'Israël. Et c'est ça, l'idée qui est partagée par plein de Syriens et d'autres, et beaucoup d'autres d'ailleurs, c'est que finalement, tout a été fait pour que Israël n'ait plus de... ou qu'il y ait des petits États communautaires comme on le raconte depuis 40 ans. Bon, ces scénarios qui sont les plus répandus, il faut y répondre à un moment donné, pour pouvoir avoir des arguments pour répondre à non, ce n'est pas ça, le problème. J'attends vos arguments, c'est tout. D'accord. Moi, j'ai une question. Oui. Merci pour votre intervention. Dans les mots que vous avez dit, vous avez souvent employé le mot Occident. Alors, l'Occident n'a pas aidé la Syrie, l'Occident, j'ai noté plusieurs, l'Occident n'a pas su répondre, n'a pas intervenu pour aider les populations.
Donc je vais vous demander de définir c'est quoi l'Occident. C'est quoi cette entité appelée Occident? Est-ce qu'ils sont homogènes? Est-ce qu'ils ne sont pas aussi divisés? Et pour un peu refléter aussi, enfin rebondir sur ce que disait Hala, c'est quoi ce statu quo qu'on veut garder en Syrie? Et pourquoi est-ce qu'on veut que la guerre perdure? Je ne pense pas que la guerre profite à l'Occident, aux pays qui sont autour, parce qu'au contraire, le chaos s'implante, le chaos devient de plus en plus grand, envahit les autres pays, et on est tous menacés, on est tous en danger. Et donc je ne pense pas que n'importe quelle force politique veuille que ça dure en Syrie. Ok. Monsieur à côté, puis... D'accord. Tout simplement, je réponds à notre ami Hala. On a perdu peut-être, je paraphrase le général de Gaulle, on a perdu une bataille, mais on n'a pas perdu la guerre, j'espère. D'accord, contre ce régime. Voilà. Je voudrais mettre l'accent dans mon petite intervention, si vous voulez, sur un aspect qui n'est pas moins intéressant que Daesh, etc. À mon avis, c'est ce que j'appelle le terrorisme intellectuel américain. Le terrorisme intellectuel américain. Par exemple, les Américains, lorsqu'ils traitaient avec les Kurdes d'Irak, qui étaient contre Saddam Hussein, ils les considéraient comme des démocrates nés. À un trottoir près, en Turquie, parce qu'il y avait les partis kurdes qui militaient contre le régime d'Ankara, ils étaient des terroristes. Et pourtant, ce sont des cousins, les mêmes partis, etc. C'est comme ça. C'est ça ce que j'appelle le terrorisme intellectuel américain. Par exemple, il y avait dans les années 80, peut-être nos amis français ne savaient pas, il y avait le massacre de Hama, où le régime a fait tuer 20 000 à 30 000 personnes. Il y avait le massacre de Palmyre aussi. Je me rappelle très bien d'un journaliste syrien qui interviewait un grand responsable, un diplomate américain, c'est Richard Murphy. Richard Murphy, il était consul à Alep. Comment? Qu'est-ce qu'il y a? Non, continuons. Je voudrais mettre l'accent sur cet aspect pour en finir avec deux mots. Par exemple, il lui a demandé, il a dit que l'opposition syrienne était terroriste. Il a lancé des bombes dans les années 80. Et le journaliste syrien a demandé à Richard Murphy, et le régime à Hama, c'est pas du terrorisme? Il a tiqué un petit peu, puis il lui a dit, c'est toute une autre histoire. Il refusait c'est-à-dire de qualifier le régime terroriste, et jusqu'à maintenant. Maintenant, par exemple, il qualifie Al-Nusra, Daesh, etc., des organisations terroristes. Et ils ignorent complètement Abu al-Fadl Abbas, Asaib al-Haq, ou Isabat al-Haq, plutôt, et Al-Houthiyyin, comme ça. C'est 2 poids, 2 mesures, 10 poids, 2 mesures. J'en viens, c'est-à-dire, je conclus sur ce point. Les Américains ne combattent pas le terrorisme, plutôt ils font de la gestion du terrorisme. Malheureusement, et c'est ce que j'appelle, c'est un point très important dans la tragédie syrienne, du terrorisme intellectuel américain, et tout le monde suit malheureusement. Voilà, c'est terminé. J'ai 2 questions, s'il vous plaît. La première, sont cross-corrélées. La première, est-il vrai qu'il y a des éléments bassistes irakiens dans Daesh? Deuxième question, pour quelle raison Daesh s'attaque aux Kurdes tout en attirant le bombardement des Américains et ce qu'on présente comme amis de Kurdes? Alors, si il est vrai qu'il y a des bassistes chez Daesh, est-ce que c'est leur chauvinisme qui les fait combattre les Kurdes? Il y a des Kurdes S'il n'y a pas, pour quelle raison ils s'attaquent aux Kurdes? D'accord. Là, il y avait aussi... oui, Hannah? J'avais un commentaire, en fait... un peu plus fort, s'il te plaît. J'ai une réaction par rapport à la tristesse de Salam sur la notion de complot et à tout ce qui s'est dit autour de la notion de complot et la difficulté qu'on a aujourd'hui à ne pas voir de complot pendant la dernière phase. Et c'est quelque chose qui a été aussi souligné par Khattar Abou Diab. Je crois que quelque part, il faudrait peut-être faire la différence pour nous donner des éléments de réponse entre l'intentionnalité qu'il y a, l'idée de l'intentionnalité, de quelque chose d'intentionnel dans le processus qui est en train de se faire,
et l'idée de rationalité, c'est-à-dire de logique qui viennent se répondre, de terreur entre Daesh d'un côté, le régime de l'autre, Hezbollah d'un troisième, etc. Donc quelque part, c'est peut-être là que se trouvent les clés probablement d'une réponse à ces questions-là pour construire nos arguments. Il y a peut-être aussi une deuxième remarque qui est très pessimiste en fait pour moi, et c'est que pour moi ce qui se passe en Syrie, autant ce qui s'est passé dans le monde arabe a soulevé en moi des espoirs d'un monde nouveau, autant le fait d'être le marasme syrien a révélé pour moi quelque chose de l'échec ou d'un marqueur d'échec moral au sens global du terme. La Syrie a révélé ça, et les deux camps qui se battent en Syrie, c'est presque un camp qui n'a ni foi ni loi, qui est capable effectivement de soulever de brandir n'importe quel argument, de changer d'argument le lendemain, de mentir sur la presse, sur les médias, sur les faits, sur les événements, sur ce qui s'est passé, sur ce qui ne s'est pas passé. Et on le voit dans la presse. Et il y a l'autre partie, l'autre camp, qui est Daesh ou les intégristes, qui est d'aller dans un sens, et il n'y en a pas d'autre. Et il y a ces gens-là qui veulent vivre comme nous, qui veulent un monde meilleur, et qui ont gardé quand même un minimum de moralité. Un fait est un fait, on ne peut pas le pervertir. C'est pour ça qu'on perd la bataille de la communication, parce qu'on est incapable de dire « Ah ben non, il n'a pas eu lieu ». Alors que dans les autres camps, ah ben non, le fait n'a pas eu lieu. On peut mentir dessus. Voilà, c'était ces deux éléments que je voulais... Merci. Oui, monsieur. Oui, alors, je suis occidentale, je suis gauloise, et j'ai été un peu secouée quand même par ces termes du cynisme des intellectuels américains. Il y a tout, hein. Dans les sociétés, vous avez différents courants, etc. Lectrice régulière de différents sites arabes en anglais, dans le site All for Syria, à plusieurs reprises, des articles très intéressants parus dans des journaux américains de hauts fonctionnaires de l'administration disant qu'ils en avaient absolument assez de la façon dont Obama réglait sa politique, n'écoute pas ses conseillers, ça se joue en très très petit comité. Je vois aussi le caractère d'Obama. Le caractère des dirigeants, ça a aussi son importance. Hein. Et bon, j'aurais des mots très dépréciateurs pour le qualifier, et malheureusement, la Syrie en fait les conséquences. Écoutez, je vais passer la parole à Faria Salam pour réagir à vos interventions, et puis on fera un deuxième tour. Donc je vous remercie pour les questions et les commentaires. Mais avant tout, je discute avec Salam l'histoire de l'engagement américain. C'est vrai, en politique, il n'y a pas un engagement ferme. C'est-à-dire les Américains disent maintenant qu'ils n'envisagent pas de travailler avec Assad. Mais ça dépend, comme je disais au cours de la conférence, des rapports de force. S'il n'y a pas dans ces pays arabes 10 alliés des peuples syriens et parmi les peuples syriens des forces vives pour travailler ensemble afin d'améliorer la situation et les rapports de force entre-temps, oui, cette question pourrait être posée. Mais je pense pour le moment, compte tenu du grand accrochage régional, il ne faut pas l'oublier, c'est grand quand même schisme régional. Schisme, c'est ni chiite, mais schisme aussi avec tout. Je pense que c'est très difficile de jouer. Ce qui est grave aujourd'hui, par exemple, là, car on parle de complot là, et tout ça. Aujourd'hui, par exemple, j'étais en train ce matin de lire les derniers rapports de Rand Corporation et les scénarios. Tous les scénarios sont pessimistes. Mais le premier scénario, c'est une partition de facto de la Syrie en zone d'influence ou en mini-État. Voilà. C'est comme ça. Et les autres scénarios, ils écrivent d'autres scénarios, mais les autres scénarios ne sont pas plus valables que ces scénarios. C'est-à-dire, on fédérait les pourrissements. Il ne faut pas oublier, on a fédéré la guerre du Liban, ou les guerres giconnes du Liban, de 1975 à 1990.
Il y avait entre-temps Camp David, il y avait entre-temps la révolution iranienne, il y avait plein d'événements. Si on veut restructurer une région ou remodeler, donc maintenant les questions sont très liées. Et pour cela, donc, c'est long. Il faut avoir la ténacité. Et c'est vrai que, je disais, ce qui change la Syrie change le visage de toute la zone. Et pour cela, sur ce plan, je pense que les mots complot ou non, ce n'est pas l'histoire des mots et des machinations. Mais c'est vrai que les grands États ou les États régionaux ne sont pas des ONG. Ils sont des États qui ont des intérêts. Lorsque je vois maintenant la Turquie, comment elle aborde la question. Là, je vois, par exemple, la réponse à propos des Kurdes et de Daesh ou des Kurdes et de l'État islamique. L'État islamique cherche de faire sa zone à l'est de la Syrie, les frontières entre la Syrie et l'Irak jusqu'à là. Et le grand obstacle pour cette zone, c'est cette présence de combattants kurdes. Ouais, c'est ça l'explication pratique. Et là, les Américains trouvent ça comme un moyen tout à fait extraordinaire pour faire un piège pour tout le monde, un piège pour ces gens et pour les autres. Et comme ça, ils ont eu le temps de négocier la première fois avec les partis proches de Öcalan en Turquie, comme il disait notre ami. À un moment donné, ces gens sont des terroristes, ces gens parfois sont des interlocuteurs. C'est ça aussi la politique. Arafat était un terroriste, comme Ibrahim Begum était un terroriste. La politique, c'est la politique. Après, les choses changent. Peut-être Al-Nusra, un jour, serait un interlocuteur en Syrie. Qui sait? Tout ça est possible. Mais là, je pense avant tout qu'il ne faut pas avoir ces sentiments de la défaite. C'est-à-dire, c'est vrai que la bataille de la communication est très difficile car il y a des préjugés. Il y a toute la question de l'Europe et de l'Orient, de l'islam et de l'Occident. Il y a tout ça. Ces gens, parfois, même pour des petits problèmes en Tunisie, ils font tellement de remarques. Et la Tunisie, c'est très proche de l'Occident. Et c'est plus compréhensible que la Syrie. Donc la Syrie, pour eux, c'est la profondeur historique de notre région, de notre Orient. Donc il y a un problème, un débit historique, si on veut. Et tout ça complique cette donne. Et je pense à une autre chose. Les combats des médias ou les combats de la compréhension, le régime a joué un point fort qui s'appelle l'alliance des minorités. On l'a vu, une telle serre qui conduisait la campagne du régime. Le Kurde, le Druze, le chrétien, tous ces gens, les Alaouites, dès les premiers jours, il a joué les mots, les grands slogans, Al-Alawi al-Tabout, al-Masih à Beyrouth. Il a dit l'Alaouite au cimetière et les chrétiens au Liban. Donc il y avait tout ça. Donc vous êtes devant un régime quand même qui est parmi les plus implacables sur le plan sécuritaire. Il ne faut pas minimiser son ennemi. C'est un ennemi entier, un ennemi très fort. Et pour cela, même s'il y a des moyens, cette opposition syrienne ou ces activistes syriens sont en train de commencer. Ils ont fait quand même un travail énorme. Et c'est vrai, il faut faire continuer ce travail par ces projets d'alternance. Si, par exemple, tous les citoyens syriens ne sont pas concernés par cette révolution, par cette opposition, s'il n'y a pas un discours vraiment démocrate, avec des projets, jusqu'à maintenant avec les Kurdes, c'est quand même une faillite dans le traitement syrien de la question kurde. C'est quoi? Est-ce que l'opposition syrienne perd si elle reconnaît que la question kurde est une question particulière en Syrie et il faut un traitement particulier de cette question? Donc, même les dialogues avec Salah Muslim, c'est pas quelque chose de très difficile. C'est pas difficile même que les gens d'Al-Tansik, de la Power des Nations, et les gens de l'Alliance, et les gens démocrates, et tous ces gens reparlent de nouveau. Il faut parler de nouveau. Il faut inventer de nouveau une opposition syrienne valable et crédible aux yeux des Syriens et aux yeux des autres. Sans ça, bien sûr, la bataille de la communication serait perdue, et toute autre bataille serait perdue. Merci. C'est pas eux la révolution. Tous, oui. Il y a plus de... Tout. Alors, c'est un tout ensemble. Par rapport à Rafif, la communication de Daesh, je crois que d'abord, comme toute communication d'une révolution ou d'un mouvement terroriste ou d'un mouvement révolutionnaire ou d'une cause, quelle que soit cette cause, ça dépend aussi de l'expérience.
la communication de ces mouvements terroristes date des années 80. Et depuis la guerre en Afghanistan, il y a une accumulation d'expertise et l'usage des techniques modernes. Il y a aussi les moyens. Il ne faut pas oublier les moyens, c'est très important. Il faut avoir des moyens. Moi, pour rebondir sur ce que l'a dit Hala, même si je passe sous le contrôle de la spécialiste, mais je crois il y a une contradiction ce que tu viens de dire par rapport à la communication, parce que tu dis la communication reflète une chose positive qui se passe réellement. Qui se passe concrètement, elle n'a pas dit positif. Il y avait positif là-dedans. Non? Elle veut faire une communication positive sur quand les faits situation négative. D'accord. Mais Daesh, toute sa communication sur le négatif et ça marche. Mais pour ajouter que notre ami qui est peut-être absent, Ammar Abdrabbo, il a dénoncé un prix qui a été octroyé par le public, le Festival de Bayeux, à un reportage produit par Daesh, presque. Alors, non, c'est pas produit, presque. C'est un journaliste comme Bernard-Henri Lévy qui a été accompagné par l'armée israélienne à Jenin. Ce journaliste, il a été accompagné par Daesh en Syrie. Et le public, alors il faut aussi savoir que la demande crée l'offre. La demande qui veut des images fortes de violence, même chez le public, pas seulement chez les vendeurs. Maintenant, je profite de l'occasion pour féliciter notre ami Oussama Mohamed pour le prix du Festival de Londres, qui vient de l'obtenir pour l'or argenté. Il y a beaucoup de films syriens qui ne parlent pas de violence, mais qu'on les voit presque pas sur les écrans. Des films... Je viens d'arriver du Festival de Napoli, j'ai vu des choses magnifiques. Je ne croyais pas mes yeux que c'est produit par des jeunes Syriens qui n'ont aucune formation, et ces images qui peuvent émouvoir le public en Europe. Oui, mais justement, la communication doit transmettre cette culture aussi à l'opinion publique. Est-ce qu'elle ne le fait pas ou le fait peu? Et moi, je crois aussi, par rapport au mot Occident, je voulais savoir par rapport à l'Occident, mais quand on parle de l'Occident, on parle des gouvernements occidentaux, notamment des États-Unis et de l'ensemble des pays européens. Bien sûr, en Europe, il n'y a pas une politique extérieure unique, loin de nous. Aux États-Unis, il y a une politique archaïque des affaires étrangères. Et là, je ne vous dévoile pas un secret quand Madame elle a mentionné les anciens officiels de la Maison Blanche qui écrivent des choses extraordinaires, notamment actuellement Robert Ford et avant bien lui Frederick Hoff. Eux, c'est comme l'habitude à l'administration américaine. Dès qu'on quitte le poste, on devient des anges. Jimmy Carter, il est extraordinaire en ce moment. Il écrit des choses magnifiques. Mais aussi, il faut savoir que, pour confirmer ce que vous venez de dire, Obama, John Kerry, le ministre des Affaires étrangères américain, ne décide de rien, n'a aucun accès à Obama, ne peut pas communiquer avec Obama. Obama décide sur la Syrie, sur le Moyen-Orient, avec une cellule complètement différente de l'administration des affaires étrangères. Et ça, il faut le dire, il faut le dénoncer, parce que quand John Kerry a accepté le poste, Obama lui a demandé quels seront tes objectifs, Il a dit la Syrie et la question israélo-palestinienne. Et la réponse d'Obama, c'était on ne va pas être d'accord en longueur de Manhattan. Alors ça, on le paye cher en ce moment. Et il ne faut rien attendre de l'administration Obama. Quand John Kerry dit que les frappes risquent de durer 3 ans, c'est calculé. C'est pour dire que les frappes vont durer jusqu'à la fin du mandat d'Obama sans aucun résultat. Et c'est ça, pour cela, j'ai parlé du statu quo.
Fabien? Moi, c'était une question pour M. Abou-Diab. Vous avez dit dans votre présentation que les Américains avaient une vision pour l'Irak et pas de vision pour la Syrie. Exactement. Je voudrais savoir quelle est cette vision qu'ils ont pour l'Irak et comment est-ce possible qu'il n'y ait pas une vision en parallèle pour les deux pays. Ça me semble pas possible. Bon, vous savez que pour répondre à cette question, on voit bien quand même l'engagement américain en Irak avec, depuis au moins, disons, depuis leur encouragement à la guerre Irak-Iran en 1980 jusqu'à ce qu'on appelait la libération du Koweït, 90-91, puis la guerre de 2003. À un moment donné, ils ont eu en Irak beaucoup d'idées. Parmi les idées, même Biden, le vice-président, parlait à l'époque de 2003 de la partition de l'Irak en 3 États. Et après, on a parlé du fédéralisme, mais on a compris à travers le temps qu'il y avait un partage de rôles et une coopération avec l'Iran. En Irak, il y a un travail commun avec l'Iran ou partage d'influence avec l'Iran. À un moment donné, jusqu'à 2007-2008, les Américains avaient presque 60% de l'influence, puis à partir de 2010 jusqu'à 2014, les Iraniens devenaient presque les maîtres de la situation en Irak, avec surtout Maliki et tout ça, ce qui a provoqué, après la montée de Daesh, et là on voit quand même un petit retour à l'équilibre, c'est-à-dire avec l'éviction de Maliki, avec l'arrivée de l'Abadi, mais avec toujours la continuité de la coopération avec l'Iran. Et je pense que sur ce plan, la recomposition de l'Irak, même les idées américaines autour de l'Irak, c'est un pays, la stabilité en Irak, le pétrole, et en fin de compte, ils veulent aussi, à la longue, je pense, à la longue, on va voir, ce mois, il est décisif, le mois de novembre pour l'accord nucléaire entre Américains et Iraniens, car Obama il a une seule stratégie. Une Amérique avec 2 piliers dans la région, Israël et l'Iran. Il cherche le partenariat avec l'Iran et oublier les autres. Et pour cela, même peut-être l'une des raisons de ne pas avoir une vision sur la Syrie, c'est voir où les choses vont avec l'Iran. Et est-ce que l'Iran va accepter? Car à mon avis, les deals cherchés avec l'Iran, ce qu'on voit avec le Yémen, c'est acceptable une influence iranienne dans les alentours de l'Iran jusqu'à l'Irak, mais ce n'est pas acceptable une influence iranienne autour de la Méditerranée face à Israël. Est-ce que les Israéliens acceptent, est-ce que les Américains arrivent à faire accepter un deal pareil aux Iraniens ou non? Je ne comprends pas, c'est un État fédéraliste? En Irak, oui. En Irak, un État fédéraliste comme il existe actuellement, mais avec un poids des sunnites qui permet de faire tomber l'influence de Daesh et la montée d'autres influences. Et à mon avis, ce ne serait pas valable, ce serait aussi pour et long l'affaire irakienne. Mon point de vue que sans intervention américaine terrestre dans les zones sunnites, l'affaire irakienne ne serait pas réglée. Et peut-être les Américains, on verra après tout ça, il faut attendre la fin de l'administration Obama. Il n'y aura pas de grandes décisions avec l'administration Obama. Obama va gérer les choses jusqu'à la fin. Mais pour la Syrie, je pense que cette idée d'un fédéralisme en Syrie ou des cantons en Syrie, elle est là. Mais l'idée, la grande question avec cet acharnement de Daesh et tout ce qu'on parle autour de Daesh, est-ce qu'on casse les frontières des Sykes-Picot ou non? Jusqu'à maintenant, tout le monde parle d'un nouveau Sykes-Picot. Vous savez, c'est très compliqué. Sykes-Picot, il y avait 2 États qui ont été triomphants, qui ont partagé le dépouille de l'Empire ottoman. Cette fois, qui pourrait mettre autour de la table Obama plus Poutine, plus Erdogan, plus Khamenei, plus Netanyahu, plus Abdallah de l'Arabie? Personne. Je pense que c'est très difficile. Pour cela aussi, il y a cette histoire de Sykes-Picot, et c'est long. Et pour cela, il faut au sein des zones, disons, libérées en Syrie, faire de sorte que ces initiatives de société civile soient développées. Il faut plus d'unité, il faut repenser au projet syrien pour être prêt
Et sinon, je pense que ce n'est pas fatal, même si les Américains mettent un plan, ou les Français, ou les Russes, ou les Saoudiens, ou les Iraniens, ce n'est pas fatal. Et il y a, en fin de compte, je pense, jusqu'à maintenant, la volonté des peuples pourrait de jouer les plans. Je reste convaincu que cette volonté qui se dégage du peuple syrien est inébranlable. Et elle va résister, et elle va avoir son mot dans la construction de la nouvelle Syrie. Moi, je ne crois pas que la situation est irréversible. Un peu plus fort, s'il vous plaît. Je pense que la situation n'est pas irréversible. Nous avons fait le constat d'un échec, d'un naufrage, c'est vrai. Mais un naufrage, c'est-à-dire il y a un bouée de sauvetage. Exact. Et est-ce qu'il ne faut pas, vous ne pensez pas qu'il faudrait des personnalités charismatiques pour soutenir la rébellion à l'intérieur et pour soutenir aussi tout le peuple syrien, pour l'enflammer, quoi. Parce que la coalition, j'entends, de l'opposition ou le conseil, personne ne les connaît, ça ne veut rien dire, ça n'amène rien. Moi, personnellement, il y a des gens avec qui je parle qui disent « Ah, mais il y a une révolte en Syrie, mais qu'est-ce qui se passe ?» On ne sait même plus quoi dire aux gens. C'est pas possible. Vous ne pensez pas qu'il faut des personnalités, finalement, charismatiques? Question. Je pense. Vous les inventez. Attendez. Il y a monsieur puis madame. La chemise bleue. Voilà. Donc j'ai juste deux petits points sur lesquels je voudrais revenir. Gagner la communication à la Daesh en parlant à des imbéciles, entre guillemets, pour aller un peu vite et les convaincre que comme ils ont raté leur vie, ils peuvent mourir en héros, c'est beaucoup plus simple que gagner une communication. Intervention au sujet des États-Unis. Je trouve que le débat est un peu dépassé. Je suis assez déçue en fait qu'alors justement nous sommes en France et que la scène européenne est très présente en Syrie et en Irak. Cet aspect n'a pas du tout été abordé. Je trouve ça finalement très facile, encore une fois, de partir dans le travers, de taper sur le dos des Américains et de pas du tout parler de la politique extérieure française, ni même européenne, et de la critiquer ou de donner un avis dessus, alors que nous sommes quand même très présents dans ce conflit. Et surtout, d'autant plus que la France a quand même joué un rôle important dans la Syrie et est encore très comment dire, soutien et très proche des Syriens. Donc personne ne parle de la politique extérieure. Et je trouve que c'est très hypocrite. Et les interventions étaient de très haut niveau. Et personnellement, je trouve un peu décevant que justement on ne soit pas un peu plus critique et un peu plus libertaire au niveau de nos idées. Pour pouvoir parler dans ce pays qu'est la France de nos actions ou pas. Voilà. D'accord. Alors, je voudrais profiter de donc, c'est vrai qu'on a de la chance d'être en France, de pouvoir discuter librement de ce sujet-là. Donc, on parlait de l'intervention d'une coalition internationale contre le Daesh en Syrie et en Irak. En gros, je voudrais juste évoquer la notion de barbarie civilisée, qui est quand même l'Occident. Donc, l'Occident dans son unité économique, et c'est plusieurs unités politiques, donc l'Union européenne, l'Union nord-américaine, le Commonwealth, et puis le NATO, en fait, dans l'unité militaire, donc de ce qui est que l'Occident aujourd'hui. En fait, le point sur lequel je voulais me proposer, donc c'est cette notion de barbarisme civilisé, donc le fait de concevoir qu'il est possible qu'un peuple fasse une révolution, qu'il réussisse par ses propres moyens, et qu'on devrait les laisser faire et placer des lignes rouges, donc qui ont été très rapidement dépassées, donc les lignes rouges de l'utilisation du sarin dans des chambres à gaz à ciel ouvert, donc comment tuer 3500 personnes en une nuit. Et puis, on s'est dit, on va faire comme Saddam, on va lui laisser du temps, on va échanger le pétrole contre la nourriture. Donc voilà, c'est une barbarie civilisée, quelque part. Donc, al-rida muqabil nafat ou l'axe. Et puis, quand ce Daesh ne pouvait pas garantir les ressources de l'Occident, donc dans une unité économique, surtout de l'Union européenne, du Commonwealth,
c'est quand même les Anglais qui ont dit il y a échantillon positif au Sahara. C'est-à-dire qu'ils dénoncent, mais en même temps ils ne font rien. Maintenant on intervient pour en fait, l'impression que j'ai, je ne sais pas si quelqu'un partagera avec moi, il y a un millier, les médias ils nous ont bourdonné les oreilles en disant il y a un millier de djihadistes européens de nationalités européennes. Et des fois ils ont deux nationalités, mais la plupart ils ont que la nationalité française, concernant 600 des 1000 Français qui sont en Irak et en Syrie. Et ben, comme les droits de l'homme, donc sur lesquels les balises sur lesquelles sont basées cette civilisation occidentale, ils nous disent bon, comme on ne peut pas les attraper en Europe et les juger de mort pour, je sais pas, les exécuter, on peut pas, donc on va aller les chercher sur place et les détruire sur place au cas où ils reviendront pas en Europe, comme ça ils ne posent pas de problème et puis tant pis. Si un foyer de terrorisme est créé, il y en a tellement dans le monde que voilà. Je voudrais savoir quand même, c'est quoi le but de cette intervention, si ce n'est pas le renversement du régime national-socialiste en Syrie. Quand même, le parti Baas, c'est un parti unique d'idéologie national-socialiste. On m'a appris ici en France que le nazisme a duré de Nuremberg à Nuremberg, qu'après il n'y avait plus de nazisme. Et donc, bon, alors soit vous nous aidez, on intervient, on enlève Assad, et Daesh va partir tout seul. J'ai envie de dire, ils vont faire leurs valises, ils vont se casser de là où ils sont venus, c'est-à-dire de 130 pays du monde. C'est des djihadistes qui ont été formés, qui ont travaillé sur tous les fronts où des musulmans étaient... et puis, ils ont, comme vous avez dit, c'est le produit quand même, la plupart des dirigeants sont sortis des prisons d'Assad et de Saddam Hussein. Voilà. La question, c'est quoi le but? C'est quoi le but de l'intervention, si ce n'est voler le pétrole et la richesse du peuple? Les 80% des forces de Daesh sont des forces locales. C'est pas des forces internationales, c'est pas vrai. Non, essentiellement irakiennes, non, mais Daesh est le résultat de l'intervention américaine en Irak en 2003, essentiellement. C'est un produit. Oui, il y a parmi eux l'ancienne armée des États Unis. Et il y a l'armée, il y a une question à propos des bassistes. Oui, les officiers et les soldats de l'armée irakienne font partie aujourd'hui des forces de Daesh, oui. Et la confrérie Naqshbandi en Irak, et tout ça, ça on le sait depuis le début. Vous savez, vous imaginez 5000 personnes prendre une ville de 2 millions d'habitants comme Mossoul? C'est absolument impossible. S'il n'y avait pas une alliance réelle avec les tribus de la région, avec les anciens du Baas, avec la confrérie, etc. Avec la société de Mossoul elle-même. Voilà, avec les habitants qui ne pouvaient plus avec Maliki, exactement. Donc c'est ça, Daesh qui compte des dizaines de milliers de combattants aujourd'hui. Ce n'est pas les 5-6 000 personnes qui étaient, qu'on imaginait au début. Et ce ne sont pas les quelques jeunes venant de la banlieue parisienne qui forment Daesh. Soyons sérieux. Bon, juste pour revenir sur quelque chose qui a été dit tout à l'heure concernant les frappes américaines et marginalement le reste du pays, parce que l'essentiel, c'est pour revenir à ta question. Nous, ici, on parle des frappes et on ne parle pas de la politique étrangère française. Parce que la politique étrangère française, en ce qui concerne les frappes, elle a un rôle minime dans la décision des frappes et dans la logistique des frappes. Alors pour ça, on a un petit peu... Pourquoi? Parce que ça a été décidé... Il y a eu 2 raids. Pardon? Il y a eu 2 raids, oui. Il y a eu 2 raids. Mais c'est par rapport à la Syrie, il n'y avait pas. Question logistique, question financière, question de qui prend la décision sur la scène. Et pour dire que les vols qui vont frapper Daesh dans le nord de la Syrie survolent presque les hélicoptères qui frappent la population civile à 8000 mètres en dessous. Alors s'il n'y a pas de coordination, c'est impossible. Parce que techniquement parlant, si vous demandez à n'importe quel être humain qui a fait son service militaire, même pas pilote, il vous dira un hélicoptère il ne peut pas être présent dans le ciel pendant qu'à 5000 mètres en dessus de sa tête, il y a un F-16 qui va frapper à côté de Saraqib. L'armée syrienne frappe Saraqib et l'armée américaine frappe à côté de Saraqib. Alors qu'on arrête de dire qu'il n'y a pas une coordination, au moins technique, au moins militaire, entre les deux armées. Et cela nous annonce, c'est ce que je vois de très pessimisme
dans cette opération. C'est la guerre en danger. Alors, Madame, elle a parlé de charisme, des gens charismatiques et tout ça, pour enflammer la population syrienne. Ben, la population syrienne, elle est enflammée toute seule. C'est pas les mêmes. Elle parle d'un leader. Oui, je sais, mais elle parle d'un leader. il y a malheureusement le peuple syrien, il est composé de leaders. Et c'est ça notre problème. C'est ça notre problème. Et je termine sur un point positif, exceptionnellement, parce qu'on parle toujours qu'il n'y a pas une alternative, il n'y a pas une vision pour l'avenir. Il y a beaucoup de Syriens qui ont travaillé là-dessus. Peut-être ils n'ont pas communiqué leur travail d'une manière suffisante. Il y a le projet Le Jour d'après qui a produit un texte de 130 pages sur le jour d'après, avec une vision sur la Constitution, sur la vie économique, sur la réforme juridique. Et malheureusement, ça existe. Et il ne reste que les gens de l'opposition apprendre à lire. C'est tout. Notre prochaine réunion aura lieu le 30 novembre et le dimanche 30 novembre. Et vous serez informés aussi, comme d'habitude, par les voies habituelles du thème. Il y avait une